La Cour. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que l'accusé a pu être extrait ce matin? Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé n'a pas été extrait, il refuse de comparaître. Bien. Alors je commets Maître Desfournel, huissier de justice à Lyon. Monsieur le procureur général, nous vous écoutons. Cette responsabilité qu'il exerce, Barbie, à l'intérieur de la section 4, il est bien évident qu'on ne peut rien lui reprocher pendant les très rares périodes où il a quitté le service. Vous savez qu'il a été remplacé fin août, début septembre 1943. Ce qui s'est passé pendant cette période ne le concerne en rien. Ce que je veux maintenant vous montrer en voyant chacun des faits qui lui sont imputés dans cette procédure, c'est qu'à l'occasion de chacun de ces faits, il a exercé les pouvoirs qu'il tenait de l'organisation de la Gestapo. Il faudra donc que dans chacun des cas, j'établisse que Barbie était là et qu'il a participé effectivement à la déportation, puisque c'est un crime de déportation qui lui est reproché, un crime de séquestration, et à la complicité d'assassinat, puisqu'il envoyait dans des camps où la mort était attendue. Alors, sur quoi allons-nous nous baser? Deux choses, les témoignages et les écrits. Les témoignages, vous les avez vus, nous sommes 40 ans après. Les dépositions sont diverses. Certaines viennent dire « moi je ne peux pas reconnaître 40 ans après ». D'autres disent « j'ai reconnu sur des photos de 45 parues dans un journal de déportés lorsque je suis rentré de Caen ». D'autres disent « j'ai reconnu en 72 lorsqu'on l'a découvert en Bolivie ». D'autres disent « ce n'est qu'en 83-84 quand on m'a présenté des photographies ». Et enfin, d'autres disent « c'est lorsque le juge d'instruction ou à cette audience, on m'a mis en présence que je peux dire c'est bien lui ». Rappelez-vous ce que vous disait M. Tony Lenné, et qui me paraît résumer vraiment le problème. C'est que lorsqu'on a dans sa vie affaire à un événement très heureux ou très dramatique, il ne nous quitte jamais dans le souvenir. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je fais le choix suivant. Je vous propose le choix suivant, et c'est là-dessus que je m'appuierai. Lorsque des personnes qui ont été interrogées par Barbie, torturées par Barbie, envoyés en déportation par Barbie, vous n'avez aucune raison de mettre en doute leur témoignage. Ce n'est pas possible. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres personnes, même de très bonne foi, comme M. Favet, qui n'a pas souffert en face de Barbie et qui l'a vu très peu de temps, vous devez penser que Monsieur Favet, un homme très estimable, très honorable, a peut-être raison, mais que ce n'est peut-être pas suffisant au moment où il faut décider, parce que lorsqu'il faut décider, c'est quelque chose de très important. Il y a ensuite les écrits. Les écrits, vous les avez déjà vus, nous allons en reparler longuement. Ces écrits sont peu nombreux. Vous connaissez l'ordre qui a été donné par le service central de Paris à tous les KDS de province de détruire les archives. Il ne fallait laisser aucune preuve des crimes commis, ce qui indique déjà combien eux-mêmes avaient la conscience que ce qu'ils avaient fait était hautement répréhensible. Cependant, des documents très rares ont été retrouvés et conservés par le Centre de documentation juive contemporaine, documents qui ont été produits déjà dans de nombreux procès, notamment à Nuremberg, et dont l'authenticité n'a jamais été contestée. Mais ce qui est important pour ces écrits, c'est qu'il faut les examiner dans le cadre du système nazi. Savoir quelle était l'importance de l'écrit, quelle foi on devait y attacher et quelles étaient les conséquences pour celui qui rédigeait un écrit. Pour cela, nous avons heureusement des circulaires qui s'insèrent très exactement dans la théorie du Führerprinzip. On est soumis à son supérieur
et on a autorité incontestable sur ses subordonnés qui doivent obéir. Et cela se traduit dans des circulaires qui uniformisent les règles qui doivent être suivies lorsque l'on rédige des comptes rendus. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je vous demanderai de faire passer à Mesdames et Messieurs les jurés ainsi qu'à vos assesseurs 3 pièces dont je devrais me servir pour la démonstration, qui sont des pièces que la défense connaît. Je lui ai d'ailleurs passé. C'est d'une part la 2e page du rapport relatif à l'UGIF et d'autre part le Telex d'Isieux dont nous parlerons un peu plus tard. Sur cette communication, pas d'observation, la défense, personne? Bien. Alors, il faut te suivre. Sur l'origine Gestapo de cette rafle de l'UGIF, il n'y a aucune équivoque possible. Alors, en ce qui concerne la position de Barbie, il n'en a gardé aucun souvenir, il n'y est pour rien. Ça devait certainement être l'objet d'un Sonderkommando, c'est-à-dire d'un comité spécial venu de Paris pour cela. Il s'agissait d'ordres qui avaient été donnés à Paris ou à Berlin. Les documents produits n'ont pas de valeur. Voilà la position de Barbie, très claire, conforme à ce qu'on sait de lui. Un seul témoin auquel je n'accorde aucun crédit, M. Thomas dit qu'il était sur place. Nous n'en savons absolument rien. Et, en définitive, si Barbie avait été sur place, ça aurait été le seul cas dans ce dossier où des membres de la Gestapo, où Barbie, en tant que membre de la Gestapo, aurait fait preuve d'un peu d'humanité en laissant partir 3 personnes. Vous savez qu'on a laissé partir une femme qui avait un enfant qui pleurait dans ses bras, qu'on a laissé partir 2 jeunes filles. Je vous disais hier qu'à l'intérieur de l'hôtel, on n'a jamais dans ce dossier signalé un seul acte d'humanité. Mais à l'extérieur, il y a 2 actes d'humanité. Celui-ci, rue Sainte-Catherine, où on laisse partir 3 personnes, et à Isieux, les militaires qui laisseront sans aucun doute le docteur Reffman s'échapper. C'est les 2 seuls cas d'humanité qu'on trouve dans ce dossier. Si Barbie avait voulu dire qu'il était là. Mais nous avons, pour prouver la culpabilité de Barbie dans cette affaire, prouvé qu'il était bien là et qu'il agissait dans le cadre de sa responsabilité hiérarchique. Nous avons 3 écrits. Et ces 3 écrits nous permettent de reconstituer très exactement l'opération. L'opération a eu lieu le 9. Il en est rendu compte à Paris, certainement par Telex, mais par un Telex qui a disparu. Le 10, Paris, et pas n'importe qui à Paris, Knoren lui-même envoie un Telex pour demander des précisions sur l'acheminement sur Paris des personnes qui ont été arrêtées. Ce Telex reçu à Lyon et qui a été détruit, nous ne l'avons pas, mais son existence est sûre puisque dans les écrits qui partent de Lyon après, on mentionne ce Telex du 10. Donc vous voyez bien, opération le 9, le 10, Knoren lui-même demande qui est responsable de la garde de ces détenus et quand allez-vous les transférer? On arrive au 11. Et le 11, nous avons 2 écrits. Premier écrit, c'est un Telex. Il faut répondre au Telex de Knoren. C'est urgent, il faut organiser le voyage. On répondra donc par Telex. Et cette réponse est faite au BDS Paris à l'attention du SS, Standartenführer Dr. Knoren. C'est très important. Lyon sait que c'est le supérieur le plus important de Paris qui suit lui-même le dossier et ça se comprend. C'est 83 personnes qui arrivent pour être déportées en Allemagne. Donc c'est une opération qui, pour Lyon, est une opération importante suivie par Knoren lui-même. Et on répondra que l'action contre le comité précité ayant été exécutée d'ici, c'est ce qu'on dit dans le Telex, l'action ayant été exécutée d'ici, ce n'est donc pas comme le prétend
Barbie, un Sonderkommando venu de l'extérieur, l'action a été exécutée d'ici. Les Juifs ont bien entendu été gardés en détention par les Allemands, ce qui signifie que c'est la Gestapo qui écrit et qu'elle écrit que ce sont eux qui gardent les Allemands. Ce n'est pas une opération de la police française, une opération qui aurait pu être faite par la police française. C'est l'interrogation qui est faite Knoren et c'est à lui qu'on répond. Et puis, le même jour, et c'est une pratique administrative constante, on répond par téléx sur le cas urgent parce qu'il faut organiser le déplacement. Mais ensuite, on fait un compte-rendu complet de l'opération. Donc le 11 partira le téléx qui arrivera le soir même à Paris et un rapport qui arrivera le 12 à Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Une confirmation, notre service ici avait appris qu'il existait à Lyon, 12 rue Sainte-Catherine, un comité juif qui vient en aide aux émigrés et aide les juifs souhaitant quitter la France pour se réfugier en Suisse à préparer leur passage illégal de la frontière. Le 9 février 1943, il a été procédé à une action pour arrêter ce comité. C'est donc bien une initiative locale. Deuxième confirmation, la signature sur cette lettre comme sur le téléx du même jour est la signature de Barbie et une signature manuscrite. Et le signataire, ici comme pour le téléx, sait que c'est à destination de celui qui a été son chef à Düsseldorf et qui est son supérieur le plus important. Alors si vous le voulez bien, je vais vous demander maintenant, parce que vous allez voir que c'est important, de prendre la deuxième page de cette lettre. Vous voyez que sous la signature de Barbie, c'est signé SS Obersturmführer. Et vous voyez très nettement que les deux premières lettres de cette lettre ont été surchargées. Ce qui signifie très concrètement qu'au moment où cette lettre a été rédigée, on s'est posé la question de savoir quelle était la qualité, quel était le grade de celui qui était responsable de l'opération. On a commencé à taper deux lettres et on s'est ravisé. On a dit non, c'est Barbie et Barbie est Obersturmführer. Vous voyez donc que ce ne sont pas une précision qui a été apportée par hasard. C'est une réflexion qui a été faite. On avait commencé à taper un autre grade qui commence par S et qui était certainement un Sturmbannführer, l'équivalent d'un commandant, et sans doute par référence peut-être, parce qu'il n'y en avait aucun sur place, à celui qui quelques jours, quelques semaines plus tôt était le responsable du service, le commandant Müller, qui est ensuite parti à Marseille. C'est une explication, c'est possible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on n'a pas tapé l'indication de Barbie sans réfléchir, on a corrigé un premier jet. Deuxièmement, regardez encore cette lettre, et vous verrez que ici, notre problème, si vous voulez, c'est qu'on voit apparaître Barbie pour la première fois le 11 et l'opération est du 9. Mais regardez bien au-dessus de l'indication de la signature, les trois dernières lignes, ce sont des lignes qui sont penchées par rapport au reste du texte. Ce sont des lignes qui ont été rajoutées. Et on le comprend très bien qu'elles aient été rajoutées, parce qu'elles sont contraires à ce qui est dit plus haut dans la lettre. Plus haut dans la lettre, on dit que les personnes arrêtées sont acheminées sur la prison de la Wehrmacht à Chalon-sur-Saône. Et puis, à la fin, on dit non, cette prison est pleine, on va les acheminer d'une autre façon. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'après qu'on ait marqué, puisqu'on a profité d'un espace libre, on a repris la lettre, ça signifie que Barbie, responsable, la lettre était tapée à son nom, a continué à s'occuper de l'opération de transfert à Paris, c'est-à-dire à continuer à s'occuper de la déportation, de l'envoi en déportation, de l'envoi en camp, conformément à ce qui est son rôle, à la tête de la section 4, et c'est ça qui constitue le crime contre l'humanité. C'est le moment où on décide de la déportation. Et vous voyez qu'à partir de ces particularités du texte, vous pouvez affirmer que lorsqu'on a signé Barbie, ce n'est pas sans réfléchir, et que Barbie a continué pendant la journée à organiser le départ en déportation, c'est-à-dire à organiser le crime contre l'humanité. Était-il déjà le 9 ? Il signe IV. Est-ce que le 9, quelqu'un d'autre s'en est occupé? Était-il sur place? C'est secondaire. Vous avez la preuve matérielle qui s'en occupe le 11 et vous avez encore ensuite le dernier écrit, le 15. C'est encore un écrit signé Barbie pour annoncer qu'il y a eu 2 évasions. Tous ces éléments
nous montre que Barbie, dans l'affaire de l'UGIF, est celui qui, dans la plénitude des pouvoirs qu'il avait, a organisé la déportation de ces 84 malheureuses victimes, qu'il est responsable de cela au vu de tous les écrits qui sont à son nom. Nous arrivons ensuite à l'affaire dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'affaire la plus grave, celle de l'enlèvement de 44 enfants, suivi de la mort de tous ces enfants, l'affaire Dizieux. Et pour commencer, je voudrais rappeler ce que le docteur Gonin nous disait à l'audience. Pour Barbie, sur une question qui lui a été posée par les parties civiles, pour Barbie, l'autre, c'est un danger, même si c'est un enfant. Tout opposant à sa doctrine, même si c'est un enfant, pour lui c'est un danger. Pour tous ceux qui ne sont pas acceptés par sa doctrine, pour lui c'est un danger, ce qui explique cette affaire Dizieux. Je vais être technique et je m'en excuse, mais je ne peux pas laisser dire que dans l'affaire Dizieux, nous n'avons, qui sont les faits les plus graves, nous n'avons aucune preuve de la culpabilité de Barbie et que j'en suis réduit pour baser l'accusation à me servir d'un document faux. Ceci, je ne peux pas l'admettre. C'est pourquoi je vais vous demander un moment d'attention. Dans l'examen de ce document, vous verrez qu'il a une logique interne. La première observation qu'il faut faire, c'est que ce document, cet original que nous avons ici, apparaît pour la première fois en public le 5 février 1946 à Nuremberg, dans l'après-midi, lorsque M. Edgar Faure en parlera. Première observation. Si M. Edgar Faure en parle le 5 février 1946, ça signifie qu'il a ce document déjà depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, depuis que le tribunal a été créé à partir de l'accord d'août 1945. On peut donc dire que ce document est arrivé officiellement à la surface vers la fin de l'année 1945. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'original que nous avons ici est celui qui a été produit à Nuremberg. Il n'y a aucun doute, car aussi bien dans les archives américaines que dans les archives de la Haye, qui reçoit toutes les archives de Nuremberg, comme à Nuremberg même, il y a des photocopies de l'original qui sont exactement celles-ci. Nous avons une certitude absolue. Le document que nous avons est celui que M. Edgar Faure avait dans ses dossiers à partir de la fin de l'année 1945. Alors, si ce document est celui de la fin de l'année 1945, qu'était-il devenu entre avril 1944 et la fin de l'année 1945? Quelqu'un a-t-il, à ce moment-là, pu fabriquer un faux téléx pour mettre en cause la responsabilité de Barbie? Car c'est de ça, en définitive, qu'il s'agit. Alors, raisonnons d'abord simplement. Les faits Dizieux, ils ont eu lieu. Il a bien fallu qu'on en rende compte, car c'est une opération importante. Ces faits ont eu lieu. Il y a donc eu un téléx. Alors, qui aurait eu l'idée, entre 1944 et 1945, de fabriquer un faux téléx pour mettre en cause Barbie? Vous voyez déjà que la situation paraît tout à fait absurde. Mais je voudrais vous montrer que ce téléx a une logique interne. Qu'est-ce qu'il y a dans un téléx? Il y a un imprimé support sur lequel on colle des bandes. Regardez le support et comparez-le, comme vous l'avez déjà fait sur les originaux, avec le téléx de Marseille du même jour. Ce support, il a d'abord un en-tête, les dates d'arrivée au service des téléx, ensuite la date de transmission au BDS et la date de transmission au service 4, B. Et vous savez, vous l'avez déjà vu, mais j'ai voulu que vous revoyiez ces documents. Vous savez que dans chacun de ces cas, les numéros correspondent. Quand il y a des tampons français, c'est dans le même service. Quand il y a un tampon allemand, c'est au BDS. Vous voyez que tout correspond et qu'on peut affirmer au vu de l'en-tête que, incontestablement, ce téléx est arrivé le 6 avril 1944 à 21h25 à Paris. Mais il y a autre chose,
c'est ce qui est écrit en bas du télex, ce qui fait partie du support, ce qui est indissociable, ce sur quoi il y a la signature de Rödtke, un paraphe R.O. Tréma, dont M. Holfort nous a dit, parce qu'il connaît bien ce paraphe, qu'il était le paraphe de Rödtke. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte manuscrit, qui sont les indications qui ont été portées à Paris, à la suite de ce télex pour le commenter. Il est dit qu'il s'agit d'enfants qu'il faut héberger avant qu'ils soient déportés. Si vous vous référez donc au support, proprement dit, vous savez que sur ce papier, vous devez trouver un enlèvement d'enfants à la date du 6 avril, d'enfants en vue de la déportation, et d'enfants juifs, puisque c'est la section 4B qui est concernée. Et qu'est-ce que nous avons collé dessus? Nous avons collé dessus la relation de l'enlèvement des enfants d'Isieux. Il y a, entre ces deux parties qui sont normalement différentes, il y a une correspondance très exacte, et c'est pour cela que les experts vous ont dit que ce télex correspondait exactement à ce qui se faisait à l'époque. C'est exactement la manière de procéder. Alors bien sûr, vous pouvez dire, mais est-ce qu'on n'a pas rajouté la signature? Si vous regardez, c'est la dernière vérification que je vous demanderai de faire, si vous voyez comment est écrit Barbie et que vous vous rapportez au texte lui-même, vous verrez qu'il y a très souvent dans le texte la même difficulté typographique, le B qui est séparé de la suite, et que vous le retrouvez dans le télex, et que tout cela arrive à faire un tout, et un tout cohérent. Ce qu'il résulte de ce télex, ce qui résulte du texte de ce télex, à l'évidence, c'est que c'est une opération qui est une opération locale. Deux éléments en ce sens. Il n'y a aucune indication de précédent, alors que vous le savez, d'après les circulaires impératives, si c'était en vertu d'instruction, il fallait qu'il y ait l'indication du précédent. Et deuxièmement, comme l'a bien déclaré le procureur général Strem ou M. Holfort, lorsque, à Paris, on porte des mentions manuscrites pour dire que le sort de ces enfants doit être réglé de façon normale, ça signifie que ça ne correspond pas à un ordre qui avait été donné de Paris, mais qu'on prend les décisions normales à la suite de cette opération à laquelle il a été procédé à Lyon d'initiative. Mais vous avez un dernier élément pour vous prouver la culpabilité de Barbie, pour vous prouver que sa signature est correcte. C'est sa première déclaration qu'il a faite le 24 février 83, peu de temps après son arrivée à Lyon. C'est Wenzel, dont j'ai parlé précédemment, qui avait reçu l'ordre de Eichmann de dissoudre ce centre. Il renvoie la responsabilité sur Wenzel, qui était à l'époque son subordonné, le chef de la sous-section 4. B. Personnellement, je n'ai pas participé à l'opération et je n'ai vu aucun enfant dans l'école militaire. Oui, dans l'école militaire, ils n'y sont pas allés, ils sont allés directement à Montluc. Il est possible que j'ai eu connaissance du résultat et que j'en ai rendu compte à mes chefs. Je vous redis que c'est possible, mais je n'avais pas de responsabilité personnelle dans cette affaire. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que lorsque Barbie arrive à Lyon, il y a 10 ans qu'il connaît l'existence de ce télex. Il le connaît depuis l'année 1972, quand Madame Klarsfeld a été avec une mère d'enfants juifs d'Isieux que vous avez vu à l'audience, quand ils ont été à La Paz en Bolivie. Ils y sont allés au nom des enfants d'Isieux et en parlant du télex d'Isieux, en parlant de la responsabilité de Barbie qui était connue par ce télex. Quand il fait cette déclaration, Barbie sait depuis 10 ans qu'il y a une preuve contre lui. Sa réponse est prête. Sa réponse est prête. Il ne s'agit pas de dire ce télex est un faux à l'époque. Sa réponse vient immédiatement. Oui, j'ai peut-être bien rendu compte. Oui, j'ai peut-être bien rendu compte, mais c'est Wenzel, mon subordonné, qui était responsable de l'opération. Alors ce qu'il peut dire après n'a plus aucune importance. Vous voyez que par ce semi-aveu qu'il a passé
en 1983, en février 1983, il a reconnu qu'il savait cela. Il a reconnu que c'était lui. Et s'il reconnaît que c'était lui, c'est qu'il avait la responsabilité en tant que responsable de la section 4. Ce telex est signé IA, c'est-à-dire pour une affaire qui lui est attribuée personnellement. C'est une affaire dont il a la responsabilité. Et cette lourde responsabilité, c'est bien évidemment lui qui doit la tenir. Nous arrivons au dernier fait reproché à Berby, le convoi du 11 août. Le convoi du 11 août est là. Il faut considérer cet acharnement qui va se produire à Lyon pendant ce mois d'août et déjà pendant le mois de juillet. De plus en plus, les taux se resserrent depuis le débarquement du 6 juin. De plus en plus, les maquis sont importants. Il y aura des opérations à la fin du mois de juillet et jusqu'au 5 août dans le Vercors. Ils sont les Allemands qui étaient dans ce que j'ai appelé le huis clos de l'aurore, dans leur bâtiment. Ces Allemands vont se trouver pris dans un étau et leur réaction va être de tuer et de déporter. Et Lyon trouvera encore la possibilité d'avoir un train et d'un train qu'il faut remplir. Pour la preuve de la participation de Barby à cette déportation, cette preuve s'est faite avant dans le cadre de ses responsabilités, mais il est venu sur place. Il est venu sur place, c'est-à-dire qu'il voulait contrôler que personne n'échappait à ce qu'il avait décidé. Il est venu sur place pour vérifier, pour voir. Il est venu sur place en qualité de responsable, de chef. Il commandait, dit Madame Vansenberg, c'était le chef de service. Et il est venu sur place, et c'est ce qui est le plus détestable encore, il est venu sur place en ramenant des enfants juifs qui avaient été séparés de leur mère. Nous savons par le dossier que la Gestapo enlevait quelquefois les enfants juifs pour les mettre dans une œuvre et qu'elle les récupérait pour la déportation. Et c'est avec Barby que ces enfants juifs vont revenir à la prison Montluc. Voilà donc les faits qui sont reprochés à Barby, que vous retiendrez tous. Quel est ce bilan? Ce bilan est effrayant. Si l'on arrive à compter au plus juste, on arrive à 842 déportations. Si on prend pour les morts, mais vraiment le minimum, mais par exemple pour le convoi du 11 août, dont les chiffres officiels du ministère des Anciens Combattants sont incontestablement inférieurs à la vérité, mais si on prend que les morts sûrs, connus, en oubliant ceux qui sont morts dans le train, on arrive à 373 morts, dont 52 mineurs, 52 enfants. Quelle cour d'assises a déjà eu à connaître d'un tel bilan? Vous aurez donc à prononcer contre Barby une sanction. Mais une sanction qui sera exécutée, qui sera subie, qui ne sera en aucun cas confondue avec les peines de mort qui ont été prononcées contre lui. Je voudrais maintenant, pour vous aider, pour vous expliquer mes réquisitions, aller dans 3 directions. Quels sont les motifs qui peuvent intervenir pour moduler cette peine? Dans 3 directions, la place de Barby dans la hiérarchie. Ensuite, ce qui s'est passé après la libération pour les membres du CIPO-SD. Et enfin, l'ancienneté des faits. La place de Barby dans la hiérarchie, et là je reviendrai à ce que je disais hier, à cette notion de groupe qui est très importante en droit, mais en fait, pour expliquer les exactions qui ont été commises. Cette notion de groupe a fait que dans ce huis clos de l'horreur, chacun se surveillant, se contrôlant, les faits étaient plus graves parce qu'il n'était pas possible qu'à un moment donné, on accomplisse un geste d'humanité. Mais est-ce que, à l'inverse, être fondu dans le groupe ne doit pas aboutir à une atténuation de la responsabilité? Et cette question, vous devez vous la poser, parce que le statut du tribunal militaire international qui a créé le crime contre l'humanité dit très expressément dans son article 8 « Le fait que l'accusé a agi conformément aux ordres de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité. Mais le fait qu'il a obéi aux ordres
du gouvernement ou d'un supérieur, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal décide que la justice l'exige. Vous avez donc à vous poser cette question. Il est bien certain que ces ordres étaient des ordres illégaux, que Barbie les a accomplis en toute conscience, mais le fait qu'il était pris dans ce système idéologique doit-il être considéré comme une atténuation de la peine? C'est la question que vous allez vous poser. Le critère pour en décider, à mon avis, il est très simple. Barbie, évidemment, n'est pas Eichmann, mais Barbie n'avait pas les pouvoirs d'Eichmann. Et la question que vous devez vous poser, dans le cadre des pouvoirs qu'avait Barbie, c'est-à-dire comme chef de la Gestapo à Lyon, est-ce qu'il pouvait faire pire? Est-ce qu'il pouvait faire moins? Au pire, toujours, bien sûr, il aurait pu prendre encore quelques victimes. Il aurait pu prendre M. Kriegel-Valrimont, M. Aubrac un jour, il y aurait eu quelques victimes de plus. Mais je crois qu'il ne pouvait pas tellement faire pire. Et en tout cas, j'ai moi une certitude, c'est que sans trahir la confiance que ses chefs avaient en lui, il pouvait faire beaucoup moins. Comment ont été jugés les membres du CIPO-SD en 1954 et comment ont été jugés les collaborateurs de Barbie? Je vous rappelle les chiffres. Tous ces 10 départements ont été tenus en tout par 641 SS et Français, 641 SS et Français, et la Gestapo par 240, dont 29 Allemands et 179 Français. Tout ça dans ces 10 départements. Toutes les exactions, vous vous rendez compte de ce qu'un nombre finalement limité. Sur Lyon, 29 pour la Gestapo et 39 pour la Gestapo en dehors de Lyon dans le reste des départements. Et on ne comprend leur action que si on se rappelle l'ordre de Keitel du 23 juillet 1941. Vu l'étendue des territoires occupés de l'Est, les forces disponibles pour assurer la sécurité dans ces territoires ne suffisent que si toute résistance est punie, non par des poursuites judiciaires légales du coupable, mais par des mesures de terreur suffisantes pour enlever à la population toute envie de résister. Alors bien sûr, il y a eu des Français. Il y a eu des Français qui ont été condamnés à la libération. Il y a eu des collaborateurs. Il y a même eu, puisque nous sommes à Lyon et que nous parlons de crimes contre l'humanité, il y a même eu un écrivain lyonnais qui s'appelle Henri Béraud, qui pose la question, en se parlant à lui-même, humain sans doute, mais il faudrait s'entendre. Est-ce être humain que de tout supporter, trahison et menaces? Est-ce être humain ou être imbécile que d'admettre à son foyer celui qui ne rêve qu'incendie et fusillade? Il n'est peut-être pas en France à l'heure présente un juif qui ne souhaite la victoire bolchevique avec tout ce qui s'ensuit de vengeance et d'horreur. Humain, oui, que les juifs commencent, écrivait Henri Béraud. Et il est bien certain, et c'était un des vœux que le général de Gaulle donnait à Londres dès le 13 juillet 1940 à la radio en disant « La France libérée punira les responsables de ces désastres et les artisans de sa servitude ». Et les Français qui ont été poursuivis, punis à la libération, l'ont été. Plusieurs ont payé de leur vie. Le bilan, je n'ai pas pu le faire sur la région lyonnaise, mais vous savez qu'il y a eu, et que la plupart sont des Français, qu'il y a eu, avant 1952, des condamnations à mort dont 767 ont été exécutées. Il y a eu 2248 condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Il y a eu d'autres peines temporaires. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées contre les Français. Quant à ce qui a été prononcé contre les Allemands du SD à Lyon dans le jugement de 1952, il y a eu contradictoirement, je ne parle pas des condamnations par défaut, dont celle de Barbie, il y avait 16 condamnations à mort, mais contradictoirement, il y a eu 3 condamnations à mort, celle de Florek, de Stengrit, de Iman. Toutes les 3 ont été commuées, aucune n'a été exécutée. Et il y a eu 2 peines de travaux forcés à temps. Lutjens a eu 9 ans et Barthelmous 8 ans. Que l'on ne dise donc pas que dans cette affaire, on a pris un Allemand pour donner bonne conscience au peuple français. Oui, des Français ont trahi. Oui, des Français ont été condamnés. Ils ont été condamnés plus sévèrement que les Allemands qui l'ont été, et je trouve que c'est bonne justice. Mais Barbie n'est pas un Allemand qu'on prendrait en otage pour se laver des accusations contre les Français. Ce que je veux dire, il faut enfin,
Pour moi, j'ai beaucoup apprécié qu'un avocat allemand soit venu plaider. J'ai fait venir comme témoin des procureurs allemands. Il faut avoir sur notre histoire un œil lucide. L'Allemagne a été atteinte pendant une douzaine d'années d'un cancer. Elle l'a éradiqué. Notre pays a été atteint par ce cancer. Au début, à l'intérieur de l'Hexagone, nous avons choisi comme médecins des tranquillisants, comme médecine, des tranquillisants et même des euphorisants. Et nous nous en sommes sortis que lorsque la médecine interne est devenue plus forte et à l'aide d'une opération chirurgicale externe. Ce n'est pas ici le procès d'un Allemand qu'on fait, c'est le procès d'un tortionnaire qui a commis les crimes que je vous ai énoncés. Et pourquoi, 40 ans après les faits, revenir là-dessus ? C'est André Frossard, que vous avez entendu, qui raconte ses souvenirs de la maison des otages et qui dit « Que restera-t-il du nazisme ? Il restera des fosses et les ossements de leurs victimes. » Eh bien, malheureusement, on constate actuellement qu'il faut encore que ce procès ait lieu, qu'il faut encore qu'on n'essaye pas de falsifier l'histoire, qu'il ne faut pas... La démarche, elle est facile à comprendre. On ne nie les chambres à gaz, l'existence des chambres à gaz, parce qu'on ne veut pas admettre les fruits du nazisme. Mais on ne veut pas admettre les fruits du nazisme et on les nie pour faire croire que le nazisme est un arbre estimable, pour faire croire que la doctrine philosophique qui est à la base de tout ça est une doctrine qui est encore d'actualité. C'est pourquoi 40 ans après, ce procès est encore nécessaire. Il est encore nécessaire si on considère le cas de Barbie, parce que vous l'avez vu, Barbie n'a rien changé. Cet homme qui est resté un homme de renseignement, qui a dit au juge d'instruction « Je ne me suis pas sali les mains à frapper des juifs ». Cet homme qui a dit aux experts « La France est décadente parce qu'elle a refusé l'idéologie nazie ». Cet homme qui a dit aux Américains en 1947, comme il a dit au juge d'instruction ce sont nos chefs qui ont trahi l'idéal nazi. Et quand vous lui avez fait préciser quels étaient les chefs qui avaient trahi l'idéal nazi, il ne donnera que des noms subalternes, des Gauleiter ou Martin Bormann. Jamais il n'a dit que l'idéal nazi avait été trahi par Hitler, par Himmler, par Kaltenbrunner, par Auberg, par Knoren ou par lui. Ce sont des gens. C'est un homme qui est toujours fidèle à son idéal nazi, et il n'y a pas de. Et c'est cet idéal dont il a fait des preuves encore en Bolivie, dans l'ambassade d'Allemagne. C'est un homme imprégné du nazisme. Et bien sûr, 40 ans après, Knoren, son chef, est libre en Allemagne, bien sûr. Mais Knoren a passé des années en prison en France. Son jugement n'est intervenu qu'au bout de 10 années. Ensuite, il a subi encore une partie de la peine prononcée. Et qu'est-ce qu'il faisait, Barbie, pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un enfant. Il vivait, il continuait dans les services de renseignement. Comment peut-on dire, si longtemps après, qu'il a reçu la punition que ses agissements appellent? Cette punition, vous l'allez la prononcer. Barbie n'a pas changé. Les victimes sont à jamais marquées. Les victimes, très nombreuses, les enfants ne sont même plus là pour parler. Et dans cette affaire, il n'y avait que les victimes qui pouvaient vous dire: nous sommes d'accord pour des circonstances atténuantes. Moi, pas. Il n'y a que les victimes qui ont droit à la parole. Toutes ces victimes que vous avez vues, tous ces enfants que vous ne reverrez jamais. En 1944, Barbie avait une fille qui était née en 1941. Ça ne l'a pas empêché de déporter le 11 août un enfant qui était un tout petit peu plus jeune que sa fille, d'enlever le 6 avril 1944 à Isieux, un garçon qui était un peu plus âgé que sa fille, qui était née en 1939 en Belgique. De tout cela, il n'a jamais tenu compte. Il a mené à Lyon une action particulièrement inhumaine, qui aujourd'hui encore appelle une sanction. Je vous demande de dire qu'à vie, Barbie sera reclus. Monsieur le procureur général, la Cour vous remercie. Donc l'audience est suspendue. Elle sera reprise demain à 13h30. Ben oui, moi aussi, c'est pour ça que je posais la question.